Bien, bonjour à tous, bienvenue au 7e webinaire Innovatome qui s'intitule « Le parc en exploitation, comment innover pour optimiser la maintenance et améliorer la sûreté ». Je suis Alban Martinez-Delquerou et je serai le modérateur aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de poser des questions au fur et à mesure des présentations sur la plateforme. Pour ça, vous pouvez utiliser deux onglets. Vous avez le canal chat pour les soucis techniques ou les soucis de connexion et le canal Q&A pour tout ce qui traite de la conférence elle-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Aurélien Schwartz, qui est directeur général et cofondateur de Metroscope, une start-up du groupe EDF, et Christophe Demazière, qui est professeur à l'Université Polytechnique de Chalmers, à Göteborg, en Suède, qui coordonne le projet Cortex H2020 et qui coordonne également le projet Great Pioneers, qui vient de commencer. Donc, ce webinaire est organisé par la SFEN Jeune Génération, qui rassemble à la fois des étudiants et des jeunes professionnels de la SFEN, ou Société française d'énergie nucléaire. La SFEN Jeune Génération a plusieurs activités au niveau régional, national et international. Et ces webinaires Innovatome ont donc pour but de faire connaître aux étudiants et jeunes professionnels de la filière les activités d'innovation des acteurs de la filière nucléaire française et européenne. Ils visent également à permettre aux étudiants et jeunes professionnels de rencontrer des hommes et des femmes passionnés par leur métier. Pour en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, et sur le site webinaire Innovatome, où vous pourrez retrouver les replays notamment. Donc pour ma part, je suis impliqué dans la SFEN Jeune Génération à travers l'organisation et l'animation de ces webinaires. Et par ailleurs, je suis ingénieur chez Framatome où je travaille sur les accidents graves de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc ce webinaire, c'est le premier d'un cycle de 4 webinaires qui s'intitule « Les innovations techniques au service de la performance industrielle et de la maîtrise des risques ». Le webinaire d'aujourd'hui a pour thème le parc en exploitation, comment innover pour optimiser la maintenance et améliorer la sûreté. Et donc, nous recevons Christophe Demazière et Aurélien Schwartz pour en parler. Donc, depuis quelques années, la maintenance prédictive, la détection d'aléas et la question des jumeaux numériques prennent une importance croissante au sein de l'industrie nucléaire. En effet, l'énergie nucléaire est fortement capitalistique et son coût marginal est faible. Tout aléa, donc, qu'il entraîne une perte de la puissance, une perte de production, et donc des revenus associés, une maintenance plus longue ou induisent une contrainte sur la chaîne logistique, revêt un intérêt particulier pour les exploitants qui cherchent à tout prix à s'en affranchir, ou au moins à être capables de les anticiper. Il y a de nombreux projets qui émergent en ce sens, et aujourd'hui nous en présentons 2 des plus matures. Cortex, donc c'est un projet Horizon 2020, donc H2020 ou Horizon 2020 d'une durée de 4 ans qui a été lancé en septembre 2017, et Metroscope, une start-up du groupe EDF qui est issue d'EDF R&D, qui vise à commercialiser ces solutions. Aujourd'hui, on va répondre à deux interrogations. Comment est-ce que ces innovations prennent place et quels aspects techniques les permettent? Et aussi, on va s'intéresser à savoir à quel horizon les applications industrielles pourront voir le jour, ou ont vu le jour. Et donc, pour nous éclairer, nous avons Christophe Demazière, professeur à Chalmers, et Aurélien Schwartz, directeur général et cofondateur de Metroscope. Donc, Christophe, si vous voulez bien, je vous laisse commencer pour présenter le projet Cortex et le contexte dans lequel il s'inscrit. Et on revient à l'issue pour quelques questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. Merci Alban. Bienvenue à tous. Je vais vous parler de bruit neutronique et comment utiliser en fait le bruit neutronique pour diagnostiquer les réacteurs nucléaires et aussi le projet Cortex qui est basé sur le bruit neutronique. Le bruit neutronique, qu'est-ce que c'est? Pour mieux comprendre en fait le bruit neutronique, je vais demander de faire un petit exercice physique. Juste après la pause déjeuner, à mon avis, ça va vous intéresser d'être un peu plus actif. Je vous demande de vous mettre debout et de mettre vos bras devant vous tendus à 90 degrés et d'essayer de maintenir vos mains le plus possible immobiles. Et maintenant, vous essayez d'imaginer que vous avez une mesure de la position de vos mains. Et si vous faites cette mesure, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos mains, elles bougent un tout petit peu tout le temps. Même si vous forcez vos mains pour être le plus possible immobiles, elles varient, la position de vos mains varie un tout petit peu avec le temps. Et en fait, ces fluctuations de vos mains par rapport à la valeur moyenne temporelle, c'est ce qu'on appelle le bruit. Et donc, en fait, là, il y a sur le transparent, on représente un signal dans une centrale nucléaire, mais ça peut être un autre signal, un signal d'un système dynamique. Et donc, ce signal est fait en fait de plusieurs parties. La partie statique, c'est-à-dire vos mains immobiles.
plus la partie qui correspond à ce que l'on appelle le bruit, c'est-à-dire la déviation de la valeur de cette quantité par rapport à sa valeur moyenne temporelle. Et cette fluctuation, elle contient des informations sur la dynamique de système. Dans le cas de vos mains, en fait, cette information, elle contient de l'information sur la dynamique de vos muscles, de votre corps. Et on peut donc utiliser cette information pour essayer de deviner ce qui se passe dans le système dynamique. Donc, typiquement, il y a en fait deux genres de tâches pour diagnostiquer les réacteurs nucléaires, ce qu'on appelle la détection d'anomalies, et aussi, si on veut éventuellement détecter ou mesurer une quantité dynamique du système. Et l'avantage du bruit, dans le cas présent, le bruit neutronique pour les réacteurs nucléaires, c'est que l'on peut faire cette estimation alors que le réacteur est à puissance normale, en fonctionnement normal, à pleine puissance. Et bien qu'il soit à pleine puissance, on va toujours observer ces petites fluctuations. Et ces petites fluctuations, en fait, elles portent des informations sur la dynamique du système. Donc, dans le cas des réacteurs nucléaires, les réacteurs nucléaires sont des systèmes assez complexes et grands. Si on s'intéresse, par exemple, à la cuve d'un réacteur à eau pressurisée, et si on s'intéresse plus particulièrement à le cœur du réacteur à eau pressurisée, qui a une forme cylindrique, eh bien, ce cœur, en fait, est lui-même fait de plusieurs centaines d'assemblages combustibles. Et ces assemblages combustibles sont eux-mêmes faits de plusieurs centaines de crayons combustibles. Et dans chaque crayon combustible, on a évidemment les pastilles de combustible qui font environ 1 cm de haut, 1 cm de diamètre, qui est à comparer à la taille du cœur qui est environ 3 à 4 mètres de largeur, 3 à 4 mètres de hauteur. Donc déjà, les réacteurs nucléaires, par construction, ils ont une complexité assez importante. Et maintenant, si on s'intéresse à la mesure, la façon dont on peut mesurer le flux de neutrons dans un réacteur nucléaire, il y a différentes techniques pour cela ou différents dispositifs. On peut mesurer la densité neutronique, soit à l'extérieur du cœur de réacteur, à l'extérieur du reactor pressure vessel, ou soit on peut mesurer le flux de neutrons à l'intérieur du cœur, soit avec des détecteurs qui sont installés en permanence, ou soit avec des détecteurs qui sont insérés de temps en temps dans le réacteur nucléaire. L'avantage d'utiliser les neutrons par rapport à d'autres paramètres pour mesurer le comportement du réacteur, c'est que les neutrons, en fait, ils sont capables de détecter des perturbations, même si ces perturbations ne sont pas au même endroit où on fait la mesure. Pourquoi? Eh bien, parce que les neutrons, en fait, ils voyagent dans le cœur du réacteur. Il y a les réactions de fission, les réactions de collision qui font que l'information se propage entre l'endroit où la perturbation existe et l'endroit où on fait la mesure d'une flux de neutrons. Si on essaie de comparer ça, par exemple, à une mesure de température, si on a une perturbation en température, on a très peu de chances de détecter cette perturbation avec un thermocouple si on n'a pas le thermocouple à exactement l'endroit où la perturbation existe. Par contre, pour les neutrons, on peut mesurer cette perturbation même si la perturbation n'est pas à l'endroit où on met la mesure. Le problème, c'est qu'en général, on a très peu de détecteurs de neutrons dans les réacteurs de puissance, surtout les réacteurs occidentaux. Et donc, c'est un paramètre à considérer pour faire le diagnostic. En fait, pour faire du diagnostic, ce qu'il faut faire aussi, c'est établir une relation entre la perturbation qui existe dans le système et la réponse du flux neutronique à ces perturbations. L'avantage en physique des réacteurs, c'est que l'on connaît l'équation qui gouverne le comportement des neutrons. C'est en fait l'équation de Boltzmann, qui est une équation très compliquée. Je ne vais pas la détailler ici. J'ai juste en fait vous signaler deux petits aspects assez intéressants. Donc cette équation, en fait, c'est une équation qui donne ce que l'on appelle le flux angulaire de neutrons à une position R, une direction de neutrons oméga, une énergie et un paramètre temporel.
Et ce flux de neutrons est entièrement déterminé par ce qu'on appelle les sections efficaces, ces quantités qui sont appelées sigma dans l'équation, qui représentent les probabilités d'interaction pour une réaction nucléaire particulière. Si jamais on a une perturbation dans le système, les sigma vont être perturbés et en conséquence, le flux va répondre à ces perturbations. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est établir ces relations qui existent entre les perturbations de section efficaces et la réponse en flux angulaire à ces perturbations. En fait, pour faire ceci, on a plusieurs techniques qui sont disponibles de modélisation, plusieurs approches qui sont possibles. Soit on traite l'équation dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel, soit on traite l'équation en théorie linéaire ou non linéaire. Non linéaire, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Soit on utilise la théorie du transport, l'équation que je viens de montrer, ou une forme beaucoup plus simple, qui est ce qu'on appelle la théorie de la diffusion. On peut aussi faire un calcul de transport déterministe, ou soit un calcul de Monte-Carlo. Et enfin, au niveau de la résolution à la fois spatiale, angulaire, énergétique, on peut avoir soit une représentation assez grossière, qui représente plus de temps de calcul, évidemment, ou soit une présentation fine qui nécessite plus de temps de calcul, ou une représentation grossière qui est plus facile à calculer. Je vais vous donner un exemple de ce que cela représente. Je vais vous donner une illustration ici d'un calcul de bruit neutronique. Ce calcul a été en fait fait dans le domaine fréquentiel, à une fréquence de 1 Hz. Mais je sais que quand je montre les résultats de calcul dans le domaine fréquentiel, qui sont des quantités complexes, les gens ont un peu de mal à savoir ce que ça représente. Donc, j'ai fait une transformation inverse de Fourier pour montrer ce que ça va donner dans le domaine temporel. Vous avez le cœur du réacteur qui est représenté ici, en 3 dimensions. Et pour donner les résultats d'une façon un peu plus didactique, j'ai décidé de représenter les résultats sur une coupe à mi-hauteur du système, qui est représenté sur la gauche du transparent, et aussi la variation selon l'axe du réacteur, qui est représenté sur la droite de ce transparent. Avant de mettre l'animation en route, 2 petites choses à expliquer. D'abord ici, sur la gauche de ce transparent, de cette figure à la droite du transparent, cross-section perturbation, c'est en fait la perturbation que l'on applique sur les sections efficaces. Et ici, ce que vous allez voir, c'est la réponse du flux à ces perturbations. Et évidemment, sur la gauche, vous allez avoir la réponse radiale du système à cette perturbation. Donc, si on met ça en route, j'espère que ça va fonctionner. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, en fait, on voit que c'est une perturbation qui est appliquée à l'entrée du système et qui traverse le système axialement, à une certaine vélocité, à une certaine speed. Et on voit la réponse axiale du flux à cette perturbation et la réponse radiale du flux à cette perturbation. En fait, si on réfléchit un peu à ce que l'on fait, c'est on calcule ce qu'on appelle la fonction de transfert du réacteur. C'est-à-dire qu'on suppose une perturbation à une position donnée dans le système et on a cet outil numérique qui calcule la réponse en flux de neutrons à toute position dans le réacteur. Si on veut faire du bruit neutronique et diagnostiquer le fonctionnement des réacteurs nucléaires, en fait, il faut inverser cette fonction de transfert. C'est-à-dire qu'à partir de certaines mesures existant à certains points du réacteur, on veut réussir à deviner quelle est l'origine de la perturbation. Et donc, on doit en fait inverser cette fonction de transfert. Et pour ça, on utilise l'intelligence artificielle pour faire cette inversion. En fait, si on avait un nombre égal d'endroits où on fait la mesure et du nombre possible de perturbations ou de positions où la perturbation existe, ça serait juste en fait inverser la fonction de transfert qui serait en fait une grande matrice carrée. Malheureusement, comme je l'ai déjà signalé,
on a très peu d'informations sur les mesures de flux. Et donc, la matrice qu'on doit en fait inverser n'est pas carrée. Et donc, c'est pour ça que l'inversion de cette matrice est plus difficile, et c'est pour ça qu'on utilise le machine learning pour ça. On peut se demander aussi si en fait cette technique va fonctionner, parce que si on essaie d'inverser une matrice qui n'est pas carrée, il y a de grandes chances que le problème soit difficile à résoudre. Mais en fait, l'avantage ici, c'est qu'on utilise les neutrons. Les neutrons, ils propagent l'information. Et donc, même si on a très peu de points pour la mesure du flux neutronique, il y a une corrélation spatiale qui existe entre ces points. Et donc, on arrive à retrouver de l'information grâce à cette corrélation spatiale et à l'inversion de cette corrélation spatiale. Et c'est pour ça qu'on a lancé le projet Cortex. Il y a déjà 3 ans de cela, il reste 1 an pour le projet, qui est un projet européen financé par Euratom. Chalmers est le coordinateur de ce projet et on a aussi 20 partenaires en tout, 18 de l'Union européenne, 1 du Japon et 1 des États-Unis. Et en fait, le projet Cortex a plusieurs objectifs. D'abord, de développer des outils de simulation numérique haute fidélité pour le bruit neutronique, spécifiquement pour le bruit neutronique. Ensuite, de vérifier ces outils de validation, ces outils de modélisation numérique contre des expériences qui sont menées dans des réacteurs de recherche. On a 2 réacteurs de recherche qu'on utilise dans Cortex. Le premier, c'est Crocus, à l'EPFL, en Suisse. Et le deuxième, c'est le EKR2 à Dresden, en Allemagne. Et juste montrer une illustration d'une des campagnes de mesure qui a été faite à Crocus, l'expérience Colibri. Alors, si vous regardez attentivement et si vous regardez d'une façon un peu plus précise ce transparent, vous voyez en fait qu'il y a des crayons combustibles que l'on bouge dans la maquette. Donc, en fait, on induit une source de bruit d'une façon contrôlée et on peut mesurer la réponse à cette source de bruit. Et cela permet de valider les outils de modélisation numérique. On s'intéresse aussi aux méthodes de traitement de signal, parce qu'on doit traiter pas mal de signaux qui viennent des neutrons détecteurs, des détecteurs de neutrons, et aussi aux techniques d'intelligence artificielle. Et enfin, la dernière phase du projet qu'on vient juste de démarrer, c'est en fait appliquer cette méthode sur des réacteurs de puissance et démontrer que cela fonctionne. Je vais juste vous montrer un résultat qui a été obtenu très récemment, qui démontre en fait que le machine learning fonctionne pour ce genre de problème. Alors d'abord, je vais vous montrer sur la droite le système que l'on modèle, qui est un réacteur nucléaire. Donc vous reconnaissez la forme cylindrique du cœur du réacteur nucléaire. Et dans ce système, on va mettre des perturbations que l'on connaît et on va utiliser la méthode de machine learning combinée aux simulations numériques pour essayer de prédire la position et le type de perturbation qui existe dans le système. Donc là, ce que l'on voit, c'est à droite, c'est les endroits dans le cœur du réacteur où on a mis des perturbations. Donc les petits carrés verts représentent des perturbations localisées, alors que la perturbation violette ici représente un assemblage combustible qui a été perturbé. Donc en fait, ça s'étale sur toute la hauteur du réacteur. Et maintenant, quand on utilise le machine learning pour essayer de voir si on arrive à deviner les bonnes perturbations, oups, dans l'autre sens, et on s'aperçoit que le machine learning, il donne la bonne solution. Il ne donne pas exactement la bonne position des perturbations qui existent, mais on voit que dans cette région-ci, on retrouve ceci, dans cette région-ci, on retrouve ceci, dans cette région ici, on trouve ceci, ici, on trouve ceci, et comme je disais tout à l'heure, ici, en fait, la perturbation, elle est distribuée sur toute la hauteur du système, et on la retrouve aussi ici. Et donc, c'est un résultat très prometteur, parce que là, on arrive à démontrer que le machine learning, même si on a très peu de mesures en réacteur, est capable de vous donner l'endroit dans le système où il y a des perturbations, et quelles sont ces perturbations.
En conclusion, on peut dire que le Core Diagnostics est une technique qui devrait améliorer la sûreté nucléaire. Et on espère qu'à la fin du projet, on va pouvoir démontrer que ce projet aura un impact, peut avoir un impact prépondérant sur le parc en exploitation et aussi le parc futur. Et l'avantage aussi de ce diagnostic de réacteur, c'est que c'est un mélange de plusieurs disciplines. C'est à la fois de la physique des réacteurs, c'est à la fois la modélisation numérique, aussi de la physique des réacteurs expérimentale, du traitement de signal et du machine learning. Et tout ça appliqué sur une installation de puissance industrielle de grande taille, comme un réacteur nucléaire. Et cela conclut ma présentation. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christophe. Alors, on a plusieurs questions qui ont été posées, notamment Alexandre qui demande comment, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui était et qu'est-ce qui est fait du coup qu'est-ce qui est utilisé par les industriels avant la technologie Cortex. Est-ce que c'est je fais le lien avec est-ce que c'est un problème Malheureusement, pas grand-chose. Le bruit neutronique a été assez utilisé dans les années 70. On a pu démontrer qu'on arrivait à extraire de l'information du bruit neutronique. Mais malheureusement, il n'y a jamais eu cette phase d'application industrielle du bruit neutronique. Donc malheureusement, il y a très peu d'applications industrielles du bruit neutronique. On a quelques contre-exemples, principalement en Hongrie, où en Hongrie, ils ont un système de mesure de bruit neutronique installé en permanence dans le réacteur nucléaire. Et ils font du post-processing de ces données et ils arrivent parfois à dire à l'opérateur de la centrale, vous avez un problème dans votre centrale, il faut que vous regardiez par exemple aux alentours de cet assemblage combustible. Donc c'est une technique un peu plus primitive de ce que l'on propose dans Cortex, mais c'est aussi une technique qui démontre que avoir une capacité de mesurer en permanence le bruit neutronique est avantageux. Ouais. Et donc, est-ce que ça a été un problème ou est-ce que c'en est un? Est-ce que ça répond à... Parce que j'imagine que l'Union européenne ne fait pas ça pour s'amuser. Est-ce qu'ils se sont dit... Ça n'est pas un problème, mais c'est sûr que les opérateurs de centrale gagneraient beaucoup à utiliser ce genre de technique. Parce qu'on arrive à détecter en fait le début de fonctionnements qui sont anormaux en fait, avant que cela entraîne des conséquences plus importantes où il faut réduire la puissance par exemple, ou arrêter le réacteur. C'est déjà arrivé ça. Un exemple flagrant, c'est la vibration des assemblages combustibles qui a été un problème, ou qui est un problème, apparemment pas résolu complètement, sur les pre-convoys, sur les réacteurs pre-convoy en Allemagne, et en Suisse et en Espagne. D'accord. Ah oui, donc c'est des mégawatts perdus. Exactement. Ok. Bon, très bien. On a pour l'instant tenu le délai, donc je te remercie. Si tu veux bien rester pour les questions qui vont arriver, on aura du temps après la présentation, enfin la démonstration d'Aurélien. Alors Aurélien, il est avec nous en direct, vous le voyez probablement. Il a une connexion Internet qui est escalée. Donc il a enregistré une démonstration, mais elle est toute récente, donc c'est du quasi direct. Donc si c'est possible de la lancer. C'est parti, on va rentrer ensemble dans le logiciel Metroscope. L'idée, c'est d'essayer de vous expliquer un petit peu comment. Oui, alors Aurélien, je te laisse t'exprimer, vas-y. Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce qu'on a fait quelques tests et la connexion n'était pas top. Là, je suis confiné en Bretagne et malheureusement, ni la 4G ni le Wi-Fi n'est très performant là où je suis, mais on va vivre avec. Est-ce qu'on m'entend bien déjà, Alban? Peut-être avec un délai, mais c'est super. Super. Donc, avant de rentrer dans le soft, donc effectivement, j'ai fait une petite vidéo hier soir de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, simplement pour parer à tout aléa technique. Et heureusement qu'on l'a fait, je crois. Je vais vous introduire rapidement le propos de ce que c'est que Metroscope et de ce que je vais dire un peu dans cette présentation pour la contextualiser.
Donc Metroscope, c'est une startup qu'on a créée il y a bientôt 3 ans à la sortie de la R&D du groupe EDF. On est 3 cofondateurs, on est les inventeurs de la solution qui est derrière le logiciel, qui est une solution de diagnostic qui est basée sur une notion de jumeaux numériques. C'est des choses qu'on a construit à l'époque, on était chercheurs chez EDF. On a commencé à l'appliquer sur le parc nucléaire en exploitation, donc je parle là de l'année 2017. Et puis très vite, en fait, on a vu le potentiel pour aller sur d'autres industries et pour aussi l'étendre sur le marché du nucléaire. Donc, avec mes collègues de l'époque, devenus cofondateurs de la startup, à un moment donné, on est sorti d'EDF, on leur a dit, nous, on va créer notre startup. Et finalement, comme EDF avait un intérêt très fort pour la technologie, on a trouvé un deal avec EDF qui était, vous financez notre startup, on reste dans le groupe, on va équiper le parc en exploitation et ce sera les meilleures conditions possibles pour pouvoir développer cette technologie. Là, on est 2 ans et demi, 3 ans plus tard. Enfin, on l'a créé le 1er janvier 2018, donc on sera à 3 ans à la nouvelle année 2021. On a aujourd'hui le logiciel qui est développé. Il est en utilisation aujourd'hui sur 40 tranches du parc français. Il est en train d'aller sur les 56 tranches, si j'enlève Fessenheim, à horizon mi-année prochaine. On a des clients en dehors maintenant aussi de France. On a des clients en Belgique, on a des clients au Canada. On a un partenariat avec Framatome pour déployer la solution Metroscope worldwide sur le nucléaire. On a aussi des réussites sur les cycles combinés gaz. On essaye d'adresser. On a un bureau à Berlin maintenant. Donc, on est un peu plus de 22 dans la boîte. On est en train de monter à 35. On rentre dans la phase de scale-up. Donc, tout ça, c'est une startup qui marche vraiment bien, qui est en train de croître. On vient de lever en interne EDF quelques millions d'euros pour encore accélérer la croissance et l'ambition de la startup. Et donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est simplement, on va plonger dans notre logiciel. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble et vous allez, j'espère, comprendre la valeur de ce logiciel pour les opérateurs de centrales nucléaires et pour ceux qu'on appelle la section essai, ceux qui sont en charge de réparer en exploitation et d'assister la conduite, donc les opérateurs, dans un certain nombre d'actes liés à l'exploitation et liés aux essais sur les centrales. Et donc voilà, donc je te laisse Alban démarrer la vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions. Un petit peu comment marche la technologie, à quoi ça sert et comment tout ça est mis en musique directement dans le soft. Donc là, on est sur l'interface de connexion et donc je vais faire la chose la plus naturelle qui soit pour le moment. Je vais me connecter avec notre administrateur ultime sur l'environnement de démonstration, à savoir Céline Dion. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et on se connecte d'abord à la liste des projets de Metroscope. Ça, c'est la première interface qu'on a quand on rentre dans le logiciel, qui est toujours en cours de développement et qui permet de sélectionner le projet sur lequel on va travailler, mais qui à terme va aussi permettre d'intercomparer différentes centrales. Là, je suis dans un environnement de démonstration et donc j'ai qu'une seule centrale réellement à disposition. Donc il y a Metroscopia. Metroscopia, c'est une centrale test qu'on utilise plutôt à des fins de développement logiciel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on développe une fonctionnalité chez Metroscope, on lance Metroscopia et on regarde si ça tourne. Et c'est un projet qu'on utilise un petit peu comme projet témoin. Mais il y a aussi UnitX. UnitX, ça c'est une vraie centrale j'ai eu l'autorisation d'EDF de la mettre dans cet environnement de démo. Et donc on va s'intéresser à ça. Le dernier diagnostic via Metroscope était le 26 mars 2019, donc on va être sur de la donnée qu'on va appeler de la donnée froide, de la donnée historique, mais on va quand même pouvoir voir les performances du logiciel au travers de cette centrale et je vais la commenter. Je vais me connecter sur la centrale et je vais vous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc là, on est en train de se connecter sur UnitX et on va rentrer dans l'écran de synthèse. L'écran de synthèse, c'est l'écran qui sert véritablement à ce qu'on va appeler les sections essais sur les installations nucléaires, donc c'est-à-dire ceux qui sont en soutien de la conduite, donc en soutien des pilotes finalement de la centrale, pour amener toute la maintenance en exploitation. Et donc on va leur donner cet écran-là, qui est un peu un écran de pilotage des performances de la centrale nucléaire. Ce qu'on va voir, alors je vais un petit peu l'expliquer, c'est plusieurs choses. On va voir la performance de la centrale, on va voir les besoins de maintenance en exploitation en temps réel, on va aussi avoir des informations sur la qualité des capteurs. Et donc cet écran de synthèse, c'est vraiment un écran qui va être utilisé au quotidien pour pouvoir savoir s'il se passe quelque chose d'inattendu sur le comportement de la centrale et aller tout de suite le réparer. On va être pas tant que ça dans la maintenance prédictive, c'est un peu pompeux, on va être plutôt dans ce qu'on appelle la maintenance conditionnelle, c'est-à-dire avoir la bonne compréhension de ce qui se passe sur les matériels pour être sûr de prendre la bonne action de maintenance. L'objectif, ça va être de réparer plus vite, c'est certain, d'éviter des grosses pannes, de peut-être protéger même la disponibilité parfois du circuit secondaire.
Et puis, ça va être aussi de limiter les volumes de maintenance. Ça paraît paradoxal, mais un outil diagnostique qui est précis, ça permet aussi de savoir ce qui va bien, par effet de contraste finalement. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ça. Je vais aller voir ce qui se passe sur les 3 derniers mois sur le graphique du dessus. Donc ça, c'est le graphique d'évolution. Le graphique d'évolution des défaillances, c'est vraiment le graphique un peu clé de Metroscope. Ce que vous voyez en gris derrière, en gris clair, c'est la perte de performance de la centrale, mais ça, je vais y revenir. On va s'intéresser plutôt, allons-y, à ce point-là, donc le 5 février 2019, 10h36. Et il se passe des choses le 5 février 2019 à 10h36 sur cette centrale. On voit qu'il y a la courbe verte et puis il y a cette courbe qui est mauve, on va dire. Et donc ça, ce sont 2 diagnostics qui sont réalisés par Metroscope et qui vont directement intéresser cette section essai. Donc je vais contextualiser un peu, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? On regarde le circuit secondaire de la centrale. Donc le circuit secondaire de la centrale, c'est celui qui est en charge de la production électrique, c'est le circuit eau vapeur. Donc d'un côté, vous avez le générateur de vapeur qui produit de la vapeur, hein, c'est son nom et c'est son objectif au générateur de vapeur, qui va l'envoyer dans une turbine qu'on va appeler haute pression, moyenne pression, basse pression, qui va être derrière condensé dans le condenseur, qui porte bien son nom également, qui est au contact avec la source froide. Puis tout ça, ça va repartir après par système de réchauffage, ça va repartir dans le générateur de vapeur. Et donc ça fait un cycle, hein, et ce cycle, ça fait tourner la turbine tourne, elle produit de l'électricité. Très bien. Ce cycle, il est thermodynamique, et notre objectif chez Metroscope, c'est de savoir si on est toujours sur l'efficacité maximale sur ce cycle-là, et s'il y a un des composants quelque part sur le cycle qui a un problème qui nécessite une maintenance. Ce problème, il peut impacter ou non d'ailleurs la performance de la centrale. Parfois, ça va être plutôt un problème, et c'est le cas typiquement, là vous voyez devant vous sur la courbe mauve, problème tube rupture 1, c'est un problème qui est plutôt un problème de la maintenance, c'est-à-dire que là, on a un composant qui a une défaillance mécanique, c'est-à-dire qu'il y a de la casse à l'intérieur, c'est une panne mécanique, il faut le réparer rapidement. Vous voyez juste en dessous, hein, c'est marqué amplitude 0,2 MW. On est sur un problème qui impacte assez faiblement la performance de la centrale, au contraire de ce problème vert. Et d'ailleurs, là, vous avez une ordonnée qui est en mégawatts, donc c'est pour ça que le problème vert est supérieur. Pour autant, en termes de priorisation par les équipes d'essai, je ne suis pas sûr qu'il soit supérieur. Mais là, on est sur une problématique de configuration. On a une vanne qui est en position semi-ouverte, qui est passante, elle ne devrait pas l'être, et la conséquence, c'est qu'il y a un peu de vapeur qui ne va pas directement à la turbine, qui est non turbinée, et cette vapeur qui est non turbinée, c'est de la perte d'énergie pure pour la centrale, et là on voit qu'on perd 2,1 MW. Donc je vais revenir sur ces valeurs-là, je vais revenir un peu sur comment est-ce que Metroscope diagnostique tout ça, mais donc là voilà, je suis le 5 février, et sur ce circuit secondaire, Metroscope a détecté 2 problèmes, ce problème de ligne de ventilation d'un côté, ce problème de rupture tubulaire. Ces défaillances, elles ont été confirmées, hein, vous le voyez ici, défaillances confirmées, ça veut dire que là, il y a eu une action des équipes du site qui ont validé la défaillance proposée par Metroscope. C'est assez fort parce que cette action de validation, c'est vraiment quelque chose qui va permettre dans Metroscope de derrière attester du fait qu'il y a eu un regard métier et rendre et fiabiliser l'information pour qu'on puisse vraiment prendre une décision de maintenance. Et puis d'ailleurs, bon là c'est pas le cas, mais derrière il y a une capacité à interagir directement dans l'espace de la synthèse ou dans n'importe quel espace de Metroscope avec des commentaires un peu en mode WhatsApp pour que derrière on puisse interagir directement entre les différents services, entre les différents utilisateurs sur ce qui se passe sur la centrale. C'est assez important pour pouvoir utiliser Metroscope comme une valeur unique de vérité sur l'exploitation du circuit secondaire de la centrale. Donc là, on est 2 défaillances confirmées, la ligne de ventilation dont je viens de parler, 2,1 MW de perte, un niveau de confiance qui est très élevé, et puis cette rupture tubulaire avec un niveau de confiance un tout petit peu plus faible, mais néanmoins, elle a été confirmée par le site, 7,6 kg par seconde. Là, on parle d'une fuite à l'intérieur d'un faisceau tubulaire, donc il faut voir que donc, parmi les composants de la centrale sur cette partie conventionnelle, on va avoir des réchauffeurs qu'on appelle des réchauffeurs diphasiques, puisqu'il y a
il y a un équilibre entre les phases vapeur et eau dans ce réchauffeur, avec un faisceau tubulaire. Ce faisceau tubulaire, il est constitué de plusieurs milliers de tubes et il permet de faire un échange de chaleur. Bon, il y a des tubes qui sont cassés et ces tubes, ils sont en eau et donc forcément, il y a de l'eau qui sort du tube et qui va dans l'espace volumique du réchauffeur. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, hein, puisque c'est de la casse dans le réchauffeur et ça va altérer la longévité, l'espérance de vie de ce composant. Et c'est des composants qui coûtent très cher à remplacer. Donc voilà, donc on a 2 défaillances qui sont confirmées. Tout ça pour, sur la performance, une perte qui est de presque 3 MW, hein, 2,9 MW de perte sur la centrale, expliquée en partie, mais pas exclusivement, par les 2 problèmes dont je viens de vous parler, par cette ligne de ventilation d'un côté, par cette rupture tubulaire de l'autre. Et puis ce qui va être intéressant ici, c'est cette valeur mesurée et attendue. C'est la clé de lecture du jumeau numérique et je vais y revenir. Le jumeau numérique, il sert à quoi fondamentalement? Il sert à faire les diagnostics, c'est-à-dire qu'il va servir à nous dire quel est le problème en jouant les scénarios défaillants et en permettant de voir au travers des scénarios défaillants si on explique ou pas les mesures qu'on reçoit sur l'installation. Ça, c'est une première chose. Ça nous permet de faire le diagnostic. Je vais revenir sur cette notion tout à l'heure. Et puis, côté performance, là, il nous permet d'avoir cette valeur attendue en tout point de la production de la centrale. Et donc là, on voit que la centrale, elle est censée produire 968,1 MW et qu'elle n'en produit, entre guillemets, que 965,2. Et donc, on estime qu'il y a 2,9 MW de pertes de production, qu'on va appeler des pertes internes, qu'on peut a priori retrouver sur cette installation-là, et donc qui nous permettrait d'augmenter le productible, donc d'augmenter la génération d'électricité. Je vais pas aller plus loin sur cette page de synthèse, mais donc on retiendra que cette page de synthèse, elle permet de savoir ce que la centrale produit, elle permet de savoir combien elle pourrait produire. L'écart, c'est ce qu'on va appeler les pertes internes. La notion de perte externe, je vais pas l'explorer aujourd'hui, mais je peux complètement revenir dessus dans le cadre des questions. Et puis sur la notion de maintenance, finalement, Metroscope, c'est quoi sa vocation? C'est d'expliquer cette perte de performance par des problèmes. Et là, des problèmes, ce jour-là, on en voit 2, Ventilation Line 1, Tube Rupture 1, et d'ailleurs, pour l'anecdote, les 2 ont été réparés. D'ailleurs, on le voit assez nettement, la ligne Tube Rupture 1, elle est réparée à ce niveau-là, au niveau du ça doit être au niveau du 7 mars 2019, elle est réparée. D'ailleurs, il y en a une autre qui apparaît, qui est la ligne bleue, qui a un impact très faible en termes de mégawatts, mais qui n'est pas inintéressante du tout. Ok, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à dire en temps réel à la centrale, voilà ce qui est en train de se passer chez vous. On va le faire en 3 temps et je vais vous accompagner dans ces 3 temps. Le premier temps, c'est un temps où on va recevoir la mesure. Donc là, je rentre dans la centrale, dans les différentes mesures de la centrale. Je suis toujours sur ces 3 derniers mois, hein, donc je suis toujours entre le 26 mars et quelque chose comme le 26 décembre entre 2018 et début 2019. On peut aller zoomer, ou pas sur des périodes plus longues, hein. Là, je vais m'intéresser à 1 an d'historique, donc on est du 26 mars 2018 au 26 mars 2019. On va utiliser cette temporalité-là pour regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, je suis dans une partie où on acquiert la mesure et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la mesure est de bonne qualité? Et donc, on va avoir un certain nombre de critères sur la qualité de la mesure pour vérifier qu'elle est bien cohérente et qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire des analyses. Bon, on va passer cette phase-là et on va rentrer rapidement dans la deuxième phase. Vous voyez, là, c'est assez beau, il y a une bande verte qui vient de se mettre sur la bande bleue. Cette bande verte, donc cette courbe verte avec la bande autour, la courbe verte, elle correspond à la sortie du jumeau numérique pour cette valeur-là. Donc là, je suis sur une valeur de pression sur le condenseur. Conde, c'est le condenseur. Pression 9, c'est une valeur de pression sur le condenseur. On voit que là, en l'occurrence, les courbes bleues et vertes sont quasi parfaitement superposées. En tout cas, on va considérer qu'elles sont superposées de manière très satisfaisante parce qu'elles sont dans la bande verte qui correspond à l'intervalle de confiance qu'on a dans les résultats de notre jumeau numérique. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça? On a simulé complètement le process secondaire de la centrale. On a donné une valeur de référence sur cette pression, une valeur attendue, et on voit que l'écart est complètement dans la bande verte, et donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Par contre, si vous regardez là le flow 10, donc le flow 10, c'est une mesure de débit, je vois que j'ai 9 valeurs en écart, donc là je vais m'intéresser à ça,
Et on voit que effectivement là, c'est déjà un peu moins simple. Il y a des moments assez nets où la courbe bleue à ce niveau-là sort de l'intervalle de confiance, sort de la bande verte. Et donc là, c'est typiquement ce qu'on va appeler un symptôme. Chez Metroscope, on va dire attention, là, on n'est pas capable d'expliquer par le jumeau numérique, en tout cas par la modélisation nominale dans le jumeau numérique, cette courbe bleue. Je vais vous trouver des symptômes encore plus forts. À mon avis, la température 7, 35 sorties. On va voir ce que ça donne. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a un biais assez important qui est resté très longtemps en place. Donc là, on va vouloir essayer d'expliquer cet écart-là. Flow 4, alors là, il est vraiment intéressant. Là, on voit que les deux étaient superposés jusqu'à ce qu'un jour, la courbe bleue sorte complètement du range de la courbe verte. Et donc là, il y a un désaccord très net qui se crée autour du 4 décembre 2018 entre la valeur attendue et la valeur mesurée sur cette grandeur de débit. C'est un débit. C'est typiquement un symptôme, c'est typiquement les choses qui vont être un peu un faisceau d'arguments pour pouvoir faire le diagnostic. Et donc on va le récupérer, je vous le disais, sur plusieurs mesures. Là, on voit d'autres symptômes à d'autres moments. Et ça va nous permettre derrière d'être ingéré dans notre intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette intelligence artificielle? Elle va jouer dans le sumo numérique des scénarios pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer d'expliquer les symptômes que là vous voyez à l'écran. Et on va arriver sur le diagnostic. Donc là, le diagnostic, je vais vous le mettre carrément sur toute la vie de la centrale. Donc voilà, donc sur la vie de cette centrale-là, alors sur la vie entre 2016 et 2019, parce que je suis sur une gamme de données qui est un petit peu limitée pour les besoins de la démonstration, mais il s'est passé plusieurs trucs. On est toujours sur la partie performance, donc je vous rassure, on n'est pas du tout sur des considérations de sûreté chez Metroscope, on est sur des considérations de production électrique, mais néanmoins, voilà ce qu'on voit, il s'est passé pas mal de choses et mine de rien, EDF est bien heureux d'avoir cette information-là pour pouvoir être plus réactif. Alors très souvent, ce qui est vu dans Metroscope, c'est vu par les équipes de site, on ne leur apprend pas toujours des choses, mais par contre, on leur permet quand même d'être sûr plus tôt, d'être plus réactif, et parfois on apprend quand même des choses, et donc ça mis bout à bout, ça a quand même énormément de valeur en termes de sérénité pour les équipes, réactivité des équipes, capacité à mieux maintenir les composants, etc. Alors, je vous disais tout à l'heure, finalement, la sortie de Metroscope, fondamentalement, c'est ça, c'est de faire ce diagnostic. Donc, je vais regarder ce qui s'est passé ici. Donc là, Water Level 3, on est sur une autre défaillance. On va s'y intéresser 2 secondes. Alors là, elle est très nette, cette défaillance-là. Vous voyez, ici, on est sur ce qu'on va appeler un symptôme, comme je le définissais tout à l'heure. Son ordonnée, c'est des écarts types. Je pourrais revenir sur le pourquoi c'est des écarts types. Mais on voit que par rapport à la bande verte qu'on définissait tout à l'heure, qu'on revoit là en bas de cet histogramme, il y a une mesure qui est très très en écart de sa mesure attendue dans le logiciel et qui explique en fait ce water level. Et donc là, on est sur une défaillance très très franche avec un niveau de confiance très très élevé. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, les symptômes sont hyper clairs. C'est pas toujours le cas. Si je vais sur, admettons ici, donc là j'y vais un peu au hasard avec vous, on est sur un autre problème qui est également assez franc, même s'il est plus faible que précédemment. Allons-y, allons voir ici pour essayer de trouver un problème un petit peu moins franc. Voilà, là on est sur des problèmes déjà beaucoup plus distribués, on est sur 4 à 6 écarts types d'écart, sur une expression sur plusieurs mesures, et là on va retrouver des défauts qui s'expriment sur plusieurs mesures, et donc là on est vraiment dans la construction par Metroscope automatiquement de cette recherche de causalité et de ce diagnostic pour les équipes d'exploitation. Alors je repasse en synthèse et puis je vais conclure parce que ça fait déjà, je crois que j'ai déjà à peu près écoulé le temps qui m'était imparti. Metroscope, ça sert à quoi? Metroscope, vous l'avez compris, ça sert à détecter des problèmes sur le process. Là, en l'occurrence, on s'intéresse au circuit secondaire, donc à la production électrique des centrales. C'est équipé sur tout le parc nucléaire français, c'est en train d'être équipé aussi sur des centrales nucléaires à l'international. Par rapport à ça, on a signé un gros partenariat avec Framatome pour se distribuer à l'international. Je suis rentré assez faiblement dans la construction du jumeau numérique, mais finalement tout ça tient sur notre capacité à simuler la centrale dans son comportement
nominal, donc quand tout va bien, mais aussi dans des comportements et dans des scénarios défaillants où il y a des avaries, des pannes matérielles qui s'expriment. Et donc c'est ce jumeau numérique qui nous permet en chaque point de savoir quelle est la valeur attendue et qui nous permet derrière de pondre des diagnostics. Et ces diagnostics derrière permettent de prendre des vraies décisions. Et puis pour vous donner peut-être un chiffre, je vous disais, on est équipé sur tout le parc nucléaire, enfin on est en cours d'être équipé sur tout le parc nucléaire. Aujourd'hui techniquement il y a 40 tranches qui sont équipées de métroscopes, mais d'ici 6 mois, la totalité des tranches seront équipées. Aujourd'hui, le retour d'expérience de métroscope sur ces 40 tranches, c'est presque 90% de fiabilité. Ça veut dire que généralement, quand métroscope voit un problème, ce problème, il est effectif et derrière, on peut vraiment engager une opération de maintenance. C'est un score de fiabilité qui est vraiment élevé et qui crée vraiment de la confiance. Et tant mieux, et tant mieux. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On continue de développer, hein, on a encore beaucoup de fonctionnalités devant nous. On continue de se développer aussi à l'international sur le nucléaire, mais pas que. Je le disais un peu en introduction, mais on va aussi sur des centrales gaz. Le dernier en date, c'est qu'on va sur les data centers, sur les circuits de froid. On retrouve de la thermohydraulique, on retrouve des problématiques de continuité de service, on retrouve des problématiques de maintenance conditionnelle, on retrouve des problématiques aussi de pilotage, donc des choses auxquelles on sait répondre. Et l'ambition de Métroscope, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est de produire vraiment le meilleur diagnostic en exploitation pour finalement toutes les installations industrielles de par le monde. Hein. Si j'étais un peu ambitieux, que je mets ma casquette start-upper, finalement c'est ça le but de la boîte. Hein. Le but de la boîte, c'est de commencer par le nucléaire parce que historiquement on en vient, mais de se déployer au fur et à mesure sur un maximum d'installations industrielles pour proposer un super outil de pilotage qui permet à tout le monde de savoir qu'est-ce qu'on produit, ce qu'on pourrait produire plus, qu'est-ce qui se passe et d'aller réparer. Donc on est vraiment sur un outil assez simple d'usage qui permet rapidement de procéder à des opérations de maintenance et qui permet de sensiblement aider à la compréhension pour les équipes de site, pour les experts, pour les nouveaux arrivants, pour les différents services de ce qui se passe sur l'installation. J'en reste là et puis je me tiens à votre dispo pour les questions. Super, merci beaucoup Aurélien, c'était très fluide. Et merci de l'avoir enregistré pour, pour avoir quelque chose qui était agréable à écouter. Alors ça a généré un gros lot de questions. Je vais pas pouvoir toutes les couvrir immédiatement. Mais alors, il y en avait une qui était de savoir si le fait de confirmer la défaillance, quand il y en a une qui est détectée, est-ce que ça améliore la fiabilité future de l'outil Métroscope? Tu peux mettre l'audio, hein, si alors, tu m'entends. Ça pose la question. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, t'entends. Ouais. Oui, non? Oui. Ok, super. C'est une excellente question. Ça pose la question du renforcement de l'algorithme. Donc, c'est l'apprentissage par le fait d'être corrigé au fur et à mesure de son utilisation par l'utilisateur et sa capacité à s'auto-renforcer, auto-apprendre pour être meilleur. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? La réponse est non. Est-ce qu'on devrait le faire? La réponse est oui. On a un projet R&D sur le sujet qui va nous permettre d'intégrer ces retours de l'exploitant pour améliorer dans la durée notre capacité à détecter. Pour autant, aujourd'hui, on va le faire indirectement parce que quand il y a une défaillance qui est affichée par Métroscope et qui n'est pas confirmée par le site, où le site va nous dire non, là on est en désaccord sur cette défaillance, nous, on va tout de suite l'analyser parce qu'on a finalement assez peu des défaillances dans cette situation-là. Et donc, on va quand même tout de suite donner ça à notre équipe de data scientists qui va se poser la question de pourquoi on a raté. Et là, pour vous donner un exemple hyper concret, par exemple, ça s'est passé au Canada il y a de ça un mois. On a eu des températures qui étaient vraiment trop froides et auxquelles on n'est pas du tout habitué sur le parc français. Et ça a sorti notre modélisation condenseur, donc côté source froide, de sa zone de fonctionnement habituelle. Parce qu'en fait, il faisait juste trop froid. Et on a complètement perdu l'équation à laquelle on était habitué sur la modélisation du condenseur. Et donc, on a complètement planté nos résultats diagnostiques sur ce condenseur. Alors, c'était facile à réparer, mais on était en plein justement dans une défaillance qui n'a pas été confirmée par le client. Et donc là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et bien, on s'est rendu compte qu'effectivement, à un certain niveau de température, le condenseur a un fonctionnement qui dévie un petit peu de ce à quoi on est habitué sur la France. Okay. Il y a une autre question qui est de Benjamin qui demande quel code tourne derrière Métroscope pour faire les prédictions. Je ne sais pas si c'est du secret industriel ou pas. Non, mais alors, je vais répondre de deux manières en termes de langage et en termes de librairie.
Le langage, bon, il y a plein de langages pour faire l'application, mais tout ce qui va être core, donc tout ce qui va être véritablement l'algorithmie derrière Metroscope, c'est du Python. C'est que des librairies qui sont propriétaires, qu'on a complètement développées, mais on a commencé, pour ceux qui s'intéressent un peu à Python, à la data science, on a commencé avec les librairies de ce qu'on appelle de MCMC, Markov Chain Monte Carlo de Python, avec une librairie qui s'appelle PyMC. C'est vraiment la base historique de Metroscope, et on utilise dans Metroscope une approche qu'on qualifie de bayésienne, basée sur des réseaux bayésiens, avec une résolution qui est basée sur, si ça vous intéresse pour la librairie, pour la documentation et pour la biblio, qui se base sur des approches historiquement de Metropolis Hastings, qui sont des approches de résolution par Monte Carlo Markov Chain des problématiques bayésiennes. Ok, on ne le fait plus du tout depuis. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait plus? Parce que les approches heuristiques par Monte Carlo sont des approches qui visent à avoir une résolution complète du problème. Et quand on veut une résolution complète du problème, on met énormément de ressources de calcul sur des moments d'ordre 2, 3 ou 4. Grosso modo, on essaie de résoudre le développement limité à l'ordre 25, là où on est juste intéressé par l'ordre 1. Et donc aujourd'hui, on a complètement optimisé nos méthodes de résolution pour aller chercher directement la défaillance et pour arrêter de s'intéresser à des espaces un petit peu moins intéressants du système qu'on va explorer. Mais néanmoins, à la source de Metroscope, c'est ça. Et puis depuis, c'est beaucoup de choses qu'on a développées en interne. Très bien. Alors, il y a une question pour Cortex, pour toi, Christophe, qui demandait, alors je cite, est-ce que tu peux expliquer un peu l'avantage de l'application pour la sûreté, notamment comparé à des mesures de température ou de pression? J'imagine que ça ne vient pas en remplacement, mais qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue sûreté? D'un point de vue sûreté, c'est de pouvoir détecter les anomalies avant qu'elles n'aient un désavantage flagrant sur l'exploitation du réacteur, qui nécessiterait par exemple soit une réduction de puissance ou soit l'arrêt du réacteur. Ensuite, pourquoi l'avantage par rapport aux mesures de température, de pression? En fait, il faut tout utiliser. Là, on s'intéresse juste au bruit neutronique parce qu'il y a une dimension un peu plus importante, et aussi il y a davantage d'informations, l'information plus riche comparativement pour le cœur du réacteur, comparativement aux mesures de température, de pression. Mais comme je disais, le désavantage principal des mesures de température, c'est que si on fait mesure de température en cœur, d'abord c'est difficile à faire, mais si on avait la possibilité de le faire, si on n'a pas le détecteur à l'endroit où la perturbation existe, on n'a aucune chance de détecter cette perturbation. Tandis que si on fait une mesure avec un détecteur de neutrons, à cause des réactions de fission et des réactions de collision avec les neutrons qui vont se propager de l'endroit où on a la perturbation vers l'endroit où on fait la mesure, on va voir dans le flux de neutrons qu'il y a une perturbation qui existe. Oui, donc c'est la possibilité d'avoir quelque chose de plus local en fait, et de savoir et de voir quelque chose de même un problème qui est peut-être plus ponctuel exactement. pour être en moyenne. Okay. Alors, je déroule les questions. Il y a Alexandre qui demande si Metroscope permet souvent de détecter un problème compliqué que l'exploitant expérimenté n'aurait pas pu comprendre sans l'IA. Dans la démo que j'ai faite, les deux problèmes que vous avez vus sur la ligne de ventilation et sur la rupture tubulaire, en fait, la ligne de ventilation, je vais vous dire, les secrets de tournage, on l'a détecté sur une autre centrale et on s'est dit, tiens, mais c'est bizarre parce qu'on a des symptômes un peu similaires sur cette centrale-là. Et c'est en important un problème qu'on avait vu ailleurs qu'on a été capable de débugger la centrale numéro 1, l'Unitix. Donc, en fait, ils n'en avaient pas du tout conscience. Donc là, on est complètement sur une défaillance révélée par Metroscope et qui révèle une des valeurs très fortes de Metroscope, qui est la capacité d'intercomparer et de bénéficier du retour d'expérience des uns et des autres. Pour pouvoir toujours améliorer nos capacités diagnostiques. Donc oui, on leur apprend des trucs et on leur en apprend encore plus quand les défaillances sont combinées. Parce que quand vous commencez à rentrer dans des combinaisons de signatures de défaillances, Metroscope a la capacité par la modélisation à gérer ces combinaisons de défaillances. Et là, très souvent, il faut voir que les gens, ils utilisent pour ça des analyses tendancielles, ils n'ont pas accès à la mesure attendue qui sort du jumeau numérique. Donc, ils sont sur de l'analyse tendancielle. Et donc, quand il commence à y avoir une centaine de courbes à la hausse, à la baisse, c'est difficile de se faire un avis, c'est très difficile de conclure. Et donc, souvent, ils intuitent, mais Metroscope leur donne une confirmation. Et donc,
Alors après, sur des gros problèmes, évidemment, ils vont le voir. Tout est une question, évidemment, aussi de mesure. Mais Metroscope détecte bien avant et avec un très bon niveau de fiabilité pas mal de choses. Et la rupture tubulaire que vous voyez tout à l'heure, elle a été détectée par le site, mais elle a été détectée par le site aux alentours de 12 kg par seconde de fuite. Elle a été détectée par Metroscope aux alentours de 3 kg par seconde de fuite. On a divisé par 4 le seuil de détection. Donc en fait, voilà, la réponse, ça dépend des défaillances. Souvent, on abaisse le seuil de détection et parfois, on amène carrément de l'information. Ok, très bien. Alors, il y avait une question plus globale pour Cortex. Il y a beaucoup d'acteurs qui participent au projet. Oui. C'est en gros une ventaine. Oui, tout à fait. Oui. Comment est-ce que c'est réparti? Parce que c'est un projet qui est assez large, il y a une modélisation qui est meilleure, de l'expérimental. Oui, alors on a différents partenaires. Chaque partenaire apporte son domaine d'expertise. Donc, on a des partenaires en modélisation. Par exemple, nous, à Chalmers, le CEA en France, aussi un partenaire espagnol. Ensuite, on a 2 partenaires pour le machine learning qui se situent en Grèce et au Royaume-Uni. Ensuite, pour les installations expérimentales, c'est les PFL en Suisse et puis Dresden en Allemagne. Donc, il y a un bon mélange de différentes disciplines. Et aussi les gens du machine learning qui sont totalement étrangers en fait au nucléaire. Ce qui a été aussi un peu un challenge pour le projet, de réussir à se faire comprendre avec ces experts en machine learning et aussi pour nous de pouvoir les aider dans l'interprétation des résultats. Ouais. Il y a 2 partenaires extra-européens ou c'est... Oui, alors il y en a un du Japon qui est aussi spécialisé dans la modélisation numérique du bruit neutronique et un partenaire américain qui apporte principalement des mesures de réacteurs américains. D'accord, c'est large. Et alors, il y a une autre question pour Cortex, que j'avais posée, qui a des bots, qui est, Metroscope, qui est de savoir si Metroscope est capable de simuler le primaire. Cortex, je me doute qu'il y a une capacité de simulation du cœur. Mais Metroscope, est-ce qu'il y a une possibilité de simuler le circuit primaire? Parce que là, on a parlé surtout du secondaire. Alors, on a gagné avec Framatome aux États-Unis un projet de R&D financé par le Department of Energy qui nous permet d'envisager Metroscope aujourd'hui sur des auxiliaires du primaire. On ne va pas complètement sur le circuit primaire. Je ne vais pas rentrer dans les explications techniques associées à ça, mais c'est parce qu'on considère qu'il faudrait vraisemblablement faire plutôt de la 3D avec de la CFD sur le cœur. Et c'est pas des choses, c'est pas de la modélisation qu'on maîtrise chez Metroscope. Et en plus de ça, il y a un sujet important qui est que le primaire et la détection d'aléas de sûreté, cette fois-ci, ça aurait été quelque chose de carrément bloquant, je pense, pour l'émergence de la start-up, parce que ça nécessite tout de suite de faire des dossiers de sûreté importants, de rendre compte aux autorités de sûreté. Et donc, on est sur un temps beaucoup plus long, en fait, pour pouvoir se déployer industriellement dans les installations. Donc, on a tout à fait le projet d'aller vers les auxiliaires de sûreté du primaire et qui sont constitutifs, je dirais, de la définition du circuit primaire. On y va avec de l'argent du DOE en ce moment et avec le soutien de Framatome aux US. Pour autant, on met ça sur une temporalité très différente de la temporalité de marché de la start-up, parce que si on compte sur le primaire, on fera des ventes dans 3 ou dans 5 ans. Ouais. Mais c'est pas complètement exclu, je veux dire. C'est pas du tout exclu. Non. La réponse claire, c'est on y va. Simplement, on y va sur une temporalité plus longue. Et là-dessus, on se fait accompagner de Framatome parce qu'on n'irait pas dans des considérations lourdes liées à la sûreté primaire sans se faire accompagner d'experts de ces questions-là. Il faut voir que Metroscope, on reste une armée de 22 personnes, essentiellement des développeurs informatiques et quelques business développeurs. Et donc aujourd'hui, on n'a pas la capacité à avoir en propre des projets, je dirais, aussi copieux et aussi lourds que des projets sur la sûreté nucléaire. Mais on ira. Ok. Bon, alors, il nous reste 2 minutes. Donc, si juste, Christophe, tu peux nous donner une date pour quand est-ce qu'on verra Cortex dans une centrale nucléaire, un système de suivi en ligne. On n'est pas encore là. Le projet s'arrête en principe au mois d'août 2021. Et donc, on espère, enfin, on est quasiment certain avoir une démonstration de la faisabilité de la technique. Ensuite, on espère pouvoir avoir un nouveau projet de l'Union européenne pour faire de la démonstration en centrale. D'accord, donc c'est la suite qui est souhaitée. Exactement. Bon, mais merveilleux. Alors, il nous reste
une minute, même pas. Juste, si je vous remercie vraiment. Je me permets de vous poser la même question que celle à qui on a posé à tous les précédents intervenants, qui est de savoir ce qui vous a amené dans la filière nucléaire et savoir ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à la rejoindre aujourd'hui. Dans l'ordre que vous voulez. Alors, une question difficile. Pour moi, c'est en fait un livre que j'ai lu quand j'étais adolescent sur le nucléaire qui m'a passionné. Et c'est pour ça que j'ai décidé à travailler dans ce domaine qui était fascinant. Pouvoir extraire autant d'énergie à partir de quasiment rien du tout. C'est quelque chose qui m'a fasciné très jeune. Et donc pour aujourd'hui, c'est toujours sortir de l'énergie du minerai ou... Oui, c'est sûr que maintenant, c'est sûr que à mon âge, on s'aperçoit que le nucléaire a aussi beaucoup de désavantages, malheureusement, et aussi l'acceptance sociale et politique du nucléaire est un gros problème en fait pour cette industrie. Et c'est quelque chose aussi avec lesquels il faut jouer en fait. Il faut réussir à concilier différents aspects, les aspects politiques et sociaux du nucléaire pour pouvoir avoir cette filière qui continue à exister dans le futur. Okay. Très bien. Et Aurélien, quelque chose, qu'est-ce qui t'a amené dans le nucléaire et qu'est-ce qui ferait que tu engagerais les gens autour de toi à nous rejoindre? En fait, je dirais deux choses. Ouais. Sur qu'est-ce qui m'a amené dans le nucléaire, d'abord, moi je venais plutôt de mathématiques et je trouvais que le nucléaire avait quelque chose d'assez noble, d'assez abstrait, d'assez conceptuel et ça allait assez bien avec mon ADN mathématique. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de rejoindre EDF sur sa R&D, je savais que je trouverais un terrain de jeu incroyable pour pouvoir développer de la techno, avoir accès à des données incroyables. Et donc, il y avait vraiment toute cette idée que je maîtrisais pas du tout, mais qui était qu'on contribuait à un projet important et qu'on allait pouvoir, entre guillemets, se faire plaisir d'un point de vue technologique parce qu'on était à la pointe et qu'il y aurait largement les infrastructures pour s'épanouir d'un point de vue de la recherche. Et honnêtement, j'ai pas du tout été déçu sur le sujet. Donc ça, c'est la raison un peu de comment je me suis retrouvé dans le nucléaire. Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui à quelqu'un pour rejoindre la filière nucléaire? Là, je suis un jankoviciste de première heure et je dirais qu'on ne réussira pas notre transition écologique sans le nucléaire et que du coup, le nucléaire a plus que jamais besoin de talent. Et ça me paraît être une folie aujourd'hui, quand on voit les annonces récentes des Belges, ça me paraît être une folie aujourd'hui d'ouvrir des centrales gaz en fermant des centrales nucléaires. Et donc, je crois que l'écologie a besoin d'ingénieurs et que la filière nucléaire a besoin de jeunes talents. Donc là, sur le sujet, je serais assez catégorique. Très bien. Merci beaucoup. On est pile dans les temps. Je vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui sont inscrits, donc votre inscription elle compte pour tout le cycle. Et on pourra vous retrouver dès le vendredi 4 décembre, de 13h à 14h, autour du thème « Quelles innovations autour des matériaux pour la filière nucléaire ?» Vous avez quelques questions qui vont arriver, un quiz qui nous aide toujours à nous améliorer. Donc, si vous voulez bien consacrer une minute pour répondre. Et ensuite, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Christophe et merci Aurélien. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée.